Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner en cette deuxième heure, bonsoir à Sébastien Ligné, Bonsoir. chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à Vincent Roy. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Chroniqueur politique. Bonsoir à vous Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali. Merci d'être là. Merci. Tous les deux au complet. Vous signez aux éditions du Cerf cette enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. Ça s'appelle La pieuvre de Téhéran. On va en parler en détail parce que c'est sans doute le nœud gordien de tout ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement en matière d'attentats, mais en matière d'instabilité dans cette région du monde qui ensuite évidemment rayonne sur le monde entier. Mais d'abord, ce qui m'a frappé, ce sont tous les détails historiques et le fait que cette relation entre la France et l'Iran, elle remonte à Philippe le Bel. Emmanuel Razavi. Alors oui, c'est une très très vieille relation. Il y a une histoire de passion réciproque entre la Perse, entre l'Iran et la France. Mais c'est une histoire en fait qui a été, qui s'est soldée par un divorce assez brutal au moment de la révolution en fait islamique de 1979. Alors même que l'ayatollah Khomeini était venu s'installer en exil en fait en France à Neauphle-le-Château dans la région parisienne entre octobre 1978 et janvier 1979. Pour l'anecdote, je le raconte pour vos auditeurs qui sans doute ne le savent pas, c'est à Neauphle-le-Château que Khomeini et un nombre, je dirais, de miliciens qu'il avait autour de lui, ont décidé de créer le corps des gardiens de la Révolution. C'est-à-dire que c'est une création qui s'est produite dans la région. Sur le sol français. Sur le sol français, voyez-vous. Et donc, évidemment, quand Khomeini, en fait, est rentré à bord de cet avion Air France, en fait, en Iran, lorsqu'il a proclamé la République islamique d'Iran, la France ne s'attendait absolument pas à ce que, il lui impose un nouveau logiciel. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans une forme de rupture, notamment sur une question qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, qui est la question du nucléaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos des espions et des agents d'influence de la République islamique. Et donc, la République islamique d'Iran est rentrée d'une certaine manière dans une forme de guerre asymétrique, diplomatique bien sûr, une diplomatie de la terreur, mais dans une forme de guerre asymétrique en fait contre la démocratie française qu'elle a jugé ne plus être du côté en fait de l'Iran parce que ne pas être du côté des valeurs islamiques alors même qu'elle avait accueilli l'ayatollah. Oui, et alors c'est une anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jean-David Lévite qui a été encore il n'y a pas si longtemps que ça à l'Élysée auprès de Nicolas Sarkozy raconte souvent cette anecdote parce qu'il est jeune stagiaire au ministère de l'Intérieur et il est celui qui, alors je crois que ça tombe un jour férié, je crois que c'est la période de Noël, et il décroche le téléphone et on lui apprend que l'ayatollah Khomeini est arrivé à Orly et donc il prévient l'Élysée. Et à l'Élysée, c'est pareil. Je crois que Giscard est à Brégançon. Enfin bon, il y a personne. Et donc, il appelle, et il tombe sur l'officier de communication et il dit « Khomeini est à Orly ». Et là, il y a un blanc au téléphone. Qui est Khomeini ? C'est-à-dire que, vous voyez, on arrive quand même dans une situation totalement ubuesque. Vous parlez de 1979, où même à l'Élysée, les gens ne sont absolument pas au courant de qui est ce personnage, comme vous le décrivez, Jean-Marie Montali, dans le livre, qui est un personnage prophétique, qui sent qu'il est le bras armé de Dieu, en fait. Et c'est l'image qu'il donne, et c'est l'image qui séduit d'ailleurs une certaine intelligentsia en France, et d'ailleurs dans toute l'Europe. Vous parliez de Giscard d'Estaing qui dit qui est Khomeini, il a vite appris... Alors c'est pas Giscard qui le dit, c'est l'officier de communication, puisque Giscard d'Estaing n'était pas là. D'accord. Puisque Giscard l'a vite appris et a proposé même au Shah de l'éliminer, le Shah avait refusé. Et alors effectivement, c'est ce personnage messianique, très sévère, qui parle lentement, qui est très séducteur, qui plaît beaucoup à l'intelligentsia, puisque vous savez, on est années 70, années 80. Les armes se taisent au Vietnam, tous les intellectuels qui avaient soutenu d'autres révolutions, maoïstes, cubaines, etc., s'aperçoivent que finalement ces révolutions n'ont mené nulle part, et voilà que on a un nouveau révolutionnaire qui arrive. Alors, il n'a pas le béret de Che Guevara, mais il a un turban, et lui aussi parle de décolonisation de la pensée, d'anti-impérialisme, et ça séduit, et ça nous parle, nous, directement, en tout cas certains intellectuels, ça parle directement à notre conscience, qu'on a peut-être parfois mauvaise, puisque nous sommes une ancienne
puissance coloniale. Donc on adore, on aime beaucoup Khomeini. Les Je me rappelle de ces images incroyables où on voit Lié. Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, qui se rendent et qui se rendent voir visiter le futur ayatollah. C'était devenu l'idole de l'intelligentsia parisienne. Et d'ailleurs, ma question pour aller jusqu'au bout, c'est finalement, est-ce que vous pensez que la France, cette intelligentsia-là, mais aussi le gouvernement français, a sous-estimé finalement la puissance du futur ayatollah et sa nuisance? Est-ce qu'on l'a un petit peu pris de haut pendant longtemps en disant que finalement c'était un penseur, un philosophe, mais absolument pas un futur dictateur islamique en puissance. Oui, de toute façon, vous parliez à raison en fait de Michel Foucault. Michel Foucault qualifie l'ayatollah Khomeini en 78 de saint dans un de ses textes, dans un de ses articles. Je rappelle pour vos auditeurs qui peut-être ne le savent pas, Jean-Paul Sartre, philosophe, est membre du comité de soutien à l'ayatollah Khomeini. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'au-delà, je dirais, du fait qu'ils l'ont peut-être sous-estimé, la réalité, c'est qu'ils ont adhéré, si vous voulez, à un moment donné, à une philosophie qui était une philosophie meurtrière. J'insiste là-dessus parce que l'ayatollah Khomeini, 10 ans plus tôt, avait écrit un recueil de textes qui sont des textes dignes, d'un psychopathe. On a l'impression de lire, en fait, un Mein Kampf, si vous voulez, islamiste. Vous dites, pour l'ayatollah Khomeini, qui n'a pas été indifférent au discours d'Hitler, et qui a entretenu des liens directs avec les frères musulmans égyptiens, le grand écart idéologique d'Arafat est la preuve qu'il est possible de faire la synthèse des différents courants révolutionnaires, qu'ils soient racialistes, islamistes ou marxistes. Et pourquoi vous dites ça? Parce que vous dites également que, concernant l'entourage d'Arafat, il y a Mohamed Amin al-Husseini, mufti de Jérusalem, proche à la fois des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, organisation égyptienne des frères musulmans. Tout cela est dans le même terreau. Il faut comprendre que cet islamisme, en fait, révolutionnaire, parce qu'en Iran, il s'agit bien d'un islamisme révolutionnaire. La République islamique, elle a émergé sur une révolution. Elle fait une espèce de synthèse entre les frères musulmans. Il faut quand même rappeler, vous avez dit à raison que Khomeini admirait, en fait, Hitler. Il écoutait, jeune, les discours radiophoniques. Il y avait une radio allemande, en Iran. Et donc, il écoutait, admiratif, les discours, en fait, d'Adolf Hitler. Mais Khomeini appartenait aussi à une organisation, on en parle dans le livre, qui s'appelle les Fedaïn et Islam. Et en 1954, cette organisation, si vous voulez, se rebaptise les frères musulmans iraniens, elle prête serment d'allégeance aux frères musulmans égyptiens. Et il y a une espèce en fait de convergence entre des idées qui sont à la fois qui viennent du nazisme, de l'islamisme en fait frériste, mais aussi en fait des idées en fait marxistes, puisque Khomeini va opérer une jonction également avec des groupes qui sont souvent d'ailleurs des groupes pro-palestiniens, mais qui sont des groupes surtout qui viennent du marxisme, comme les Moudjahidines du peuple et les communistes du Toudé, le parti communiste iranien. Donc c'est un savant dosage de plein de choses extrêmement opposées. Vincent Roy. Il y a quelque chose qui est très troublant lorsque on vous écoute décrire tout cela, du point de vue de l'histoire de la pensée, c'est que vous nous dites en clair, il y aurait un islam marxiste. Il y a quand même une grande contradiction dans le terme, permettez-moi. Non, mais parce qu'on utilise là des concepts, mais un islam marxiste, c'est quand même... Alors, je vous remercie d'ailleurs de me reprendre, vous avez raison, parce que c'est les Moudjahidines du peuple qui parlent de ça, c'est pas moi je raconte un petit peu le... Et par conséquent, si l'on a en tête ce concept, on comprend alors parfaitement les réactions et de Jean-Paul Sartre et de Michel Foucault. Sauf que les communistes en question, enfin les marxistes en question, ils vont quand même finir par se faire couper la tête, si j'ose dire, ou par se faire pendre, puisqu'ils vont tous être éliminés les uns derrière les autres. Ah oui, bien sûr, il va y avoir en fait des exécutions en fait par milliers, pour ne pas dire par dizaines en fait de milliers. Il faut rappeler, on le raconte avec Jean-Marie Montali dans le livre, que cette jonction entre les miliciens islamistes proches de Khomeini, si vous voulez, et les combattants marxistes, elle s'opère dans les camps d'entraînement palestiniens de la plaine de la Beka dans les années 72 et 73. C'est chez Arafat. Donc chez Arafat. Oui, bien sûr, Arafat joue un rôle extrêmement important dans la révolution iranienne. Il est très proche de Khomeini. Jean-Marie Montali, je commençais en fait cet entretien en disant qu'il y a une relation qui remonte à Philippe le Bel, il y a une relation qui remonte au Moyen-Âge entre l'Iran et la France, et c'est sans doute pour, sur ce glissement et ce terrain favorable que Khomeini est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu, non pas un amour, mais il y a en tout cas une relation tout à fait, sympathique entre la France et l'Iran depuis des siècles et des siècles. Donc du coup, on ne se doute de rien presque. Comment est-ce que ça arrive? Je ne sais pas si on se demandait tout à l'heure, et ça revient à peu près à la même chose, est-ce qu'on a sous-estimé l'ayatollah Khomeini? On l'a pas lu surtout. C'est ça, les intellectuels l'ont pas lu, puisque tout était écrit avant, notamment dans un livre qui s'appelait La conquête des territoires musulmans.
Donc on imaginait qu'un vieux sage n'allait pas devenir un tyran sanguinaire, on s'est complètement trompé. Et on voit ce que ça donne depuis 46 ans. Et il y a toujours eu une histoire d'amour. Et je pense que, vous savez, cette histoire d'amour entre l'Iran et la France existe. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui assez douloureux parce que vous savez, depuis la révolution Azadi, liberté, c'est un beau mot, liberté, et c'est presque un mot que nous avons inventé, nous, et qui devrait bien résonner chez les jeunes aujourd'hui. Les Iraniens se sentent un petit peu trahis par les réactions françaises, qu'elles soient politiques ou simplement celles des citoyens. Et ça, c'est très dur. Et d'ailleurs, les Iraniens se sentent trahis, mais en revanche, le guide suprême, lui, s'est félicité, il y a quelques mois, après le 7 octobre, des manifestations, des blocages d'universités, etc. Il trouvait ça formidable. Oui. Donc, il y a ce sentiment, effectivement, qui est un sentiment d'amour et qui est un sentiment qui dure depuis longtemps et qui est un petit peu, en ce moment, une trahison, comme les Iraniens et les Iraniennes se sentent un peu trahis. Vincent Roy. Les frères musulmans d'Iran, dont vous parliez, ceux qui ont fait allégeance aux frères musulmans, voilà, oui. Tous ces gens-là, est-ce que leur but est unique, c'est-à-dire l'instauration d'un califat? Est-ce qu'ils ont une vision commune de la marche de l'histoire, quoi, d'une certaine façon? C'est important la question. C'est vraiment très important la question que vous posez, parce que oui, ils ont une vision en fait qui est commune, qui est d'établir en fait un grand califat. C'est très important. Dans le préambule de la Constitution de la République islamique de 1979, il est bien inscrit qu'il faut exporter la révolution islamique à travers le monde et qu'il faut exporter également le djihad. Il est fait mention en fait du djihad mondial. Jean-Marie le rappelait tout à l'heure, Khomeini a écrit en fait un livre qui porte sur la conquête des territoires non musulmans. Donc le but, c'est vraiment en fait cette conquête, si vous voulez, par le djihad, par la révolution en fait islamique, d'un ensemble de territoires qui vont bien au-delà en fait de l'Iran et qui vont jusqu'à chez nous. Moi, je le répète très souvent, quand on lit en fait les textes de Khomeini, on comprend en fait que, comment dire, cette folie furieuse qui consiste à vouloir éradiquer en fait Israël, de la carte, ce n'est que la première étape. Sébastien Ligné, vous aviez une parce qu'on question. Parle beaucoup de Khomeini. Et Jean-Marie Montagnier voulait parler, et donc on va le laisser parler avant la question de Sébastien. Non, d'ailleurs, cet islam révolutionnaire dont parlait Emmanuel, cet islam chiite, qui doit se répandre. Donc c'est la Constitution qui le dit. La Constitution de 79, ça a commencé d'ailleurs avec les pays voisins, hein, évidemment. Ça a commencé avec le Liban, la Syrie. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est le djihad. C'est très clairement établi. La Constitution le dit. Ça a été fait au Liban, ça a été fait en Syrie, c'est fait au Yémen. Enfin bon, bref, c'est fait un peu partout. Sébastien. Parce qu'on parle beaucoup de Khomeini. Moi, j'avais une double question. Déjà, est-ce que Khamenei, donc le successeur, est-ce que vous voyez en lui un double absolu, peut-être même en pire que Khomeini? Est-ce qu'il y a des différences quand même avec le premier ayatollah, le premier guide suprême? Et surtout, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver à la mort de Khamenei? Qui pourrait être ce troisième guide suprême? Est-ce qu'il pourrait être différent? Est-ce qu'il pourrait être plus mesuré? Est-ce qu'il pourrait être plus radical? Remplacé par un clone, puisque c'est en 89, je crois, que Khamenei... Que Khomeini est mort, effectivement, et que Khamenei a pris en fait sa succession. Khamenei, pour vous donner une réponse assez claire, il est le traducteur en fait en persan officiel de Seyyed Qutb, qui est l'un des théoriciens, les plus importants de l'organisation des frères musulmans en fait égyptiens. Khamenei, il était très proche également en fait des Fédayines et Islam, très clairement. En fait, si vous voulez, depuis que Khamenei est arrivé au pouvoir en 89, on oblige à l'école des gardiens de la révolution, l'école de formation, on les oblige à apprendre les textes de Seyyed Qutb, donc d'une égérie quasiment en fait des frères musulmans égyptiens. Maintenant, vous avez posé une question intéressante que tout le monde se pose, c'est Khamenei demain meurt, de toute façon il a un cancer, donc il est condamné, on sait qu'il n'en a pas pour très longtemps. Mais l'Iran, la République islamique d'Iran, on vous l'a dit avec Jean-Marie, évidemment, est dotée d'une constitution et donc d'institutions qui sont quand même relativement solides. Si demain il meurt, il y a un triumvirat qui est composé en fait notamment en fait du président de la République, donc Massoud Pezeshkian en fait en l'espèce, d'un spécialiste en fait du judiciaire musulman, notamment qui à charge de gérer les affaires courantes en attendant qu'une assemblée des experts, qui est composée en fait de 88 personnes, nomme le prochain guide. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein, si vous voulez, du régime, il y a une fracture qui est énorme, qui existe déjà depuis plusieurs années. Il y a une fracture qui oppose les conservateurs, issus en fait de la révolution de 79 et de ce qu'on appelle le khomeïnisme, son fondateur, aux réformateurs. Alors les réformateurs, ils n'ont de réformateurs en fait que le nom, c'est plutôt des cercles affairistes,
mafieux. Avec le Hezbollah et les gardiens de la révolution, depuis 30 ans, ils ont beaucoup investi en fait dans le trafic de drogue à échelle internationale. Ils sont très proches des cartels colombiens, notamment. Ils disposent en fait, ils ont investi aussi dans des casinos en Asie du Sud-Est, notamment à Macao pour blanchir en fait l'argent en fait de la drogue, si vous voulez. Mais eux, comme ce sont des affairistes mafieux, ils sont plutôt pour une solution négociée aujourd'hui avec l'Occident, contrairement aux conservateurs qui pensent encore, qui ont ce rêve de djihad mondial. Alors, vous avez posé les cartes, on va voir comment est-ce que tout cela se mélange et sur quoi on peut aboutir. Et puis on parlera aussi du nucléaire dans un instant sur Europe 1, puisque c'est un chapitre important de votre livre. Scolaire, le ministre des Transports promet de ne pas céder à leurs revendications. Merci Maël, à tout à l'heure pour le rappel d'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Enquête passionnante de Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali sur l'influence de l'Iran en France, dans le monde, les frères musulmans, les différents groupuscules, les attaques terroristes. Et il en est question d'ailleurs un peu plus loin dans le livre, l'attentat bien sûr au Liban sur l'immeuble du Drakkar, les prises d'otages, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat, Philippe Rochaud, Georges Janssen, nos camarades d'Antenne 2 de l'époque, Aurel Cornéa, Jean-Louis Normandin, Roger Hauck, bien sûr, l'assassinat de Georges Best, tout ça. Tout est lié évidemment entre l'Iran et la France, ce terreau que les islamistes iraniens ont trouvé. On en était à ce régime qui, à la mort de Khamenei, qu'est-ce qui se passe? Les cartes ont été posées par Emmanuel Razavi, Jean-Marie Montali. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On a vu beaucoup le fils du Shah d'Iran, du dernier Shah d'Iran, prendre la parole en disant que les Iraniens l'attendaient. Est-ce que c'est une piste? Est-ce qu'il y en a d'autres? On a vu qu'il y avait à la fois des conservateurs, à la fois il y a des affairistes qui sont pas forcément tout à fait, comment dirais-je, recommandables. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, c'est une question à tiroir. Ce qu'on nous dit déjà... j'ai une commode moi-même là. Évidemment, la première question qu'on se pose, et c'est en tout cas ce que nous dit la République islamique d'Iran et ses relais en France et en Europe, après moi le chaos. Si le régime c'est ce que disait Kadhafi d'ailleurs. C'est ce que disait Kadhafi, c'est ce qui a été relayé en France à propos du régime de Téhéran. Non, et on compare évidemment beaucoup aussi avec la Syrie et le printemps arabe. D'abord, ce sont deux modèles complètement différents. La sociologie est différente. Les Iraniens sont il y a une éducation, il y a beaucoup d'universités, et surtout, il n'y a pas d'armes en Iran, sauf peut-être les Kurdes. Il n'y a pas de mouvement armé. Ensuite, on nous dit aussi, il n'y a pas d'opposition structurée. Il n'y a pas d'opposants ou il n'y a pas d'opposition structurée. Il y a des opposants. Alors, les opposants qui n'ont pas été exécutés sont en prison. Ou sont en exil. Il suffit peut-être de libérer les gens qui sont détenus qui ont été emprisonnés pour délit d'opinion. Et en ce moment, c'est vrai qu'autour du prince Reza, mais ça Emmanuel vous en parlera sans doute mieux, autour du prince Reza, il y a les mouvements de résistance, les mouvements d'opposition commencent à se parler, à s'unir, à se structurer. Et ensuite, si donc on pense à l'avenir, on pense au next step en bon français. On pense à l'avenir et peut-être que nous aussi, on ferait bien d'y penser. On ferait peut-être bien aussi d'y penser, puisque si on parle de chaos, et on a beaucoup parlé de droit international ces derniers temps à propos des frappes israéliennes sur l'Iran, si on parle de droit international, on peut se dire que l'ONU a son mot à dire et parler du droit d'ingérence humanitaire, comme on l'a fait par exemple au Kosovo, ou peut-être en Afrique du Sud en 94, c'est-à-dire préparer des élections libre et démocratique, sous mandat de l'ONU. Sébastien Lidier. Oui, j'ai une question pour Monsieur Razavi, parce que, vu de France, il y a un chiffre qui revient beaucoup ces dernières semaines à propos de l'opposition massive des Iraniens à propos du régime des Mollahs. On dit souvent, on avance des chiffres, alors il y aurait entre 80 et 90% d'Iraniens qui seraient opposés au régime des Mollahs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté sur le terrain? Et puis, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous pensez que un renversement du régime par la rue est réellement possible ou cela nécessitera nécessairement à un moment donné une intervention extérieure? Alors pour répondre à votre question, il y a 2 ans, le guide suprême de la Révolution a commandité une étude au service de renseignement du Basij. Le Basij, qu'est-ce que c'est? C'est la milice civile du corps des gardiens de la Révolution, donc qui est doté d'un service de renseignement. Il voulait savoir ce que les Iraniens, ce que la population pensait du régime après 44 ans, je vous le redis, c'était il y a 2 ans.
Cette étude, elle révèle que 71% des Iraniens ne veulent plus en fait de ce régime, ne veulent plus de la République islamique. C'est assez intéressant parce que c'est un chiffre qui vient de l'intérieur du régime, qui a fuité évidemment, et que certains journalistes donc ont pu récupérer. Donc ça correspond à une réalité, ce qui ne veut pas dire que donc 100% des Iraniens ne veulent plus du régime, puisque vous avez les rentiers du régime, je parlais des Bassidji, des gardiens de la révolution, des militaires, des gens au sein de l'administration qui gagnent leur vie parce qu'ils sont payés par le régime et des fois font vivre bien sûr leur famille proche, mais aussi un cousin, un oncle, une tante, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faudra, si on veut que ce régime change, ça ne pourra pas se faire sans aide extérieure. Alors je parle pas forcément d'aide militaire, mais il y a besoin d'abord d'un soutien économique. Je crois que Reza Pahlavi, mais il n'est pas le seul, beaucoup l'ont rappelé au sein des oppositions démocratiques iraniennes, c'est que pour paralyser le pays, il faut des mouvements de grève. Alors il y en a régulièrement, mais ils sont pas suffisants. Un Iranien sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est important de savoir. Sur deux, bien sûr. Ouais. Vous avez un Iranien sur 2 qui ne se nourrit pas plus d'une fois par jour, qui n'arrive pas. Il veut pas forcément du retour du Shah. Il veut pas forcément. Mais je crois qu'aujourd'hui la question d'ailleurs du retour du Shah ne se pose pas. Reza Pahlavi d'ailleurs lui-même ne parle pas de ça. Reza Pahlavi, il dit qu'il faut en fait un gouvernement de transition. Qui pourrait être éventuellement sous administration des Nations Unies, si vous voulez, et qui réunissent l'ensemble des mouvements en fait démocratiques et laïques. Lui, il parle vraiment d'une transition à l'issue de laquelle, si vous voulez, les Iraniens, la population iranienne se prononcera via un référendum sur le type de régime qu'elle souhaite. Donc c'est important de l'entendre parce qu'aujourd'hui, les relais de l'ambassade en fait de la République islamique d'Iran à Paris, voilà, d'autres ambassades d'ailleurs, prétendent qu'il veut rétablir la monarchie, etc. Enfin, c'est une ineptie totale. C'est pour faire peur, évidemment, je dirais, aux opinions publiques en fait occidentales qui relayaient en fait cette information. C'est facile. Voilà. Moi, je l'ai interviewé pour Paris Match, Reza Pahlavi, donc je peux vous le dire. Je lui ai posé en fait ces questions de façon extrêmement précise. On le cite d'ailleurs aussi en fait dans notre livre. J'ai eu l'occasion moi d'interviewer à plusieurs reprises. Donc, il faut vraiment avoir ça en fait en tête. Et ce que disait Jean-Marie est très important, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui vous disent en fait que si le régime tombe, ce sera le chaos et qu'on aura une nouvelle Libye. Moi, j'apprécie toujours beaucoup ce que dit Jean-Marie là-dessus parce que évidemment la sociologie. En plus, c'est mon co-auteur. Vous voyez qu'on s'est bien entendu, mais c'est important de le rappeler comme il le fait parce que la sociologie. Je suis d'origine iranienne. Pour vos auditeurs qui ne le sauraient pas, la sociologie iranienne, elle n'a rien à voir, si vous voulez, avec la sociologie en fait libyenne. C'est une absurdité totale. Mais là aussi, on en parle dans le livre. Ce sont des éléments de langage qui ont été fabriqués par les services secrets, et des diplomates du ministère des Affaires étrangères, notamment en fait à Téhéran, mais aussi en fait à l'ambassade iranienne d'Allemagne. Jean-Marie Montali, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la question de Sébastien? Par rapport à la question de Sébastien, oui, l'aide extérieure, je crois, mais ça c'est un avis personnel, le régime, il n'y a pas besoin d'aide extérieure pour que le régime tombe. Moi je crois vraiment, c'est un avis que je vous donne, c'est pas une expertise. Je crois vraiment que le régime va tomber parce qu'il est complètement rongé de l'intérieur par la misère, comme vient de le dire Emmanuel, par la misère économique. Il est rongé de l'intérieur depuis par ses revendications sociales. Et puis depuis les opérations du Mossad, les états-majors ont été décapités et les services iraniens sont complètement paranoïaques. Et même le Hezbollah, qui à une époque était une sorte de bras armé, qui se situait d'ailleurs pas forcément en Iran, mais depuis l'affaire des beepers notamment, a été décimé. Il y a une question qui est importante, pardon j'avance parce que le temps presse et on voudrait vous garder 2 heures, malheureusement ça va pas être possible, mais on parlait du nucléaire, on est passé assez rapidement dessus. On a vu dernièrement dans différents reportages, puisqu'on parlait du Shah d'Iran, on le voyait dans les années 70 visiter les installations nucléaires françaises. Il y a toute une histoire derrière tout ça. C'est-à-dire que oui, il y avait un intérêt de l'Iran au nucléaire, et après, entre guillemets, Emmanuel Razivi, ça s'est mal passé. Alors, la réalité, c'est que quand les accords sont passés entre l'Iran, ce qu'on appelle les accords Rodif qui portent sur le nucléaire, si vous voulez, en 73-74, sont passés entre l'Iran et la France. D'abord, les Iraniens veulent le Shah, il veut du nucléaire civil, ils parlent pas du tout en fait de nucléaire en fait militaire. La deuxième chose, c'est que le Shah d'Iran est quelqu'un de très ouvert à l'Occident. Je vous rappelle, moi j'ai connu l'Iran à l'occidental. Voilà, j'ai connu l'Iran de ces années-là. Évidemment, moi je me souviens de mes tantes, de mes cousines qui à la mer Caspienne étaient en bikini. On voyait des filles en jupe, en mini-jupe en fait dans la rue. Il y avait les disques. Vous savez la légende des Rolling Stones à Téhéran. Il est vrai qu'il y avait les disques des Rolling Stones à Téhéran
parfois pour certains albums avant même qu'ils soient distribués en fait à Paris. Donc si vous voulez, on est très loin en fait du schéma dans lequel on se trouve aujourd'hui, où vous avez quand même des islamistes djihadistes qui sont vraiment des psychopathes, qui sont vraiment en fait des fous furieux. Et donc le nucléaire aujourd'hui, c'est une question existentielle, une menace existentielle pour Israël. Il y a une chose qui est sûre, les gens qui sont au pouvoir à Téhéran aujourd'hui, dans le clan conservateur, veulent détruire Israël. Faut être très clair, ils le disent non seulement dans des textes qui sont écrits, il y a toute une littérature islamiste iranienne, mais ils le disent aussi dans des manifestations, notamment en fait des rassemblements du corps des gardiens de la Révolution ou du Basij, si vous voulez. Donc aujourd'hui, le nucléaire, il n'est pas possible que l'Iran ait le nucléaire militaire en ayant ces fous furieux en fait au pouvoir. Le nucléaire civil, le problème, c'est qu'on sait qu'ils mentent, c'est-à-dire que ils disent qu'ils ne veulent, soi-disant que l'islam interdit en fait d'avoir du nucléaire militaire. Je sais pas où c'est écrit dans le Coran. Il faudra me l'expliquer un jour. Mais il y a une réalité, c'est qu'ils ont menti depuis le début. Je voudrais revenir sur une chose parce qu'on a travaillé aussi avec des juristes internationaux, notamment sur la constitution iranienne. La jurisprudence chiite iranienne recommande de mentir lorsque cela, est favorable à la République islamique d'Iran. Ce qui fait que les diplomates iraniens qui ont négocié en fait les accords de Vienne de 2015 ont menti. Au-delà en fait des mensonges, on le raconte, je crois, de façon assez détaillée dans le livre. Il y a eu une opération, si vous voulez, qui a été à la fois une opération en fait d'espionnage et d'influence pour manipuler les diplomaties occidentales, en tout cas les diplomaties des pays qui étaient concernés par la signature des accords de Vienne de 2015. En tout cas, il y a un passage du livre qui est très important et c'est un espion, un ancien espion qui vous le raconte, qui a intégré justement le contre-espionnage français et qui était d'origine iranienne. Il dit: quand il a pris le pouvoir, Khomeini n'a pas mesuré l'importance du contrat Eurodif signé pas avec la France. Il voulait simplement récupérer l'argent investi par le Shah. Mais à partir de 82, il a enfin compris que les investissements iraniens dans Eurodif pourraient lui permettre d'obtenir la bombe atomique. La France, de son côté, rompt les accords avec la République islamique d'Iran, quitte à rembourser l'argent. Mais les Iraniens ne voulaient plus l'argent, ils voulaient le savoir-faire en la matière. Face au refus définitif de Paris au partenariat, l'Iran a fini par réclamer à nouveau l'argent. Comme ça n'a pas été remis, le Hezbollah, filiale des gardiens de la révolution islamique créée en 82 au Liban, s'est livré à des actions terroristes envers les ressortissants français pour mettre la pression sur l'Élysée. Voilà comment toute cette histoire commence, enfin en tout cas dans ces années, début des années 80, et ensuite toutes ces attaques qui ont eu lieu. Merci en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Il faudrait vous recevoir pendant plusieurs heures, Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montalier. En attendant, chers auditeurs, lisez La pieuvre de Téhéran, c'est aux éditions du Cerf. Et nous, avec Vincent Roy et Sébastien Ligny, on revient dans un instant parler de politique intérieure. À tout de suite sur Europe 1.